Alors, on va commencer. Donc merci à tous ceux qui se sont connectés, qui sont fidèles, à nos webinaires. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, on va se tenir à ce format, mensuel. Si vous avez des envies de sujets, des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous les partager. On est toujours friands, d'essayer de répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas. Donc nous, pour présenter rapidement WIM, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous, on est une plateforme de mise en relation entre des consultants indépendants de haut niveau et des entreprises. Et donc, on fédère une communauté de plus de 1000 talents indépendants dont on aime prendre soin. Donc, il y a les webinaires. Je vous annonce en avant-première qu'on va essayer aussi de lancer le mois prochain une version digitale des Happy Wimb. Donc, pour ceux qui sont un peu anciens dans la communauté, qui étaient là avant le Covid, vous savez qu'on se retrouvait tous les mois pour prendre un apéro et échanger ensemble. Malheureusement, voilà, on ne peut plus faire ces événements, vous nous manquez beaucoup. Donc, on va essayer de faire des webinaires et puis des moments un peu plus centrés sur la communauté pour répondre vraiment à vos questions. Donc, vous en saurez plus très prochainement. Et donc aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la raison d'être et surtout comment la raison d'être peut-elle être un levier de performance en entreprise. Et donc pour en parler, nous avons une experte du sujet, Caroline, qui a fait un mémoire dessus, qui travaille et qui a fondé une société dédiée à ce sujet. Donc Caroline a 25 ans d'expérience au sein de directions financières d'entreprise qui ont toutes comme point commun d'avoir été portées par une mission forte. Et donc, elle a forgé sa conviction que la conduite d'une organisation est profondément enrichie par sa raison d'être. Donc, pour elle, fixer un cap ambitieux, redonner toute sa place au capital humain, engagé par l'émotion et le sens, c'est une source de création de valeur et de performance au service d'une mission responsable. Donc, elle a approfondi ce sujet dans le cadre d'un executive MBA à l'EM Lyon. Et donc, elle s'est fait accompagner par beaucoup d'experts. Et donc, aujourd'hui, elle met ses compétences au service des dirigeants et de leurs équipes pour accompagner l'évolution de leur organisation et puis révéler et faire vivre la raison d'être au service de la performance. Et moi, Caroline, je suis très, très intéressée par ce webinaire parce que pour rien te cacher, quand on a lancé le sujet du webinaire, on s'est dit que nous, on avait une mission, elle nous anime tous les jours, mais on ne l'a pas complètement formalisée. Donc, on s'est dit que voilà, le webinaire, ce serait aussi l'occasion d'initier une réflexion pour la raison d'être de WIM. Donc, je te poserai peut-être des questions un petit peu intéressées aussi. Très bien. Donc, pour des questions un petit peu de comment ça fonctionne, pour ceux qui ne sont pas habitués, on travaille beaucoup avec la partie conversée, plus que la partie Q&R. Là. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les mettre dans converser. Moi, mon travail, comme d'habitude, ce sera de revoir les questions au fur et à mesure. Et Caroline vous donnera 2 moments où on posera les questions et elle vous répondra. Sinon, oui, Caroline vous enverra un condensé des slides, mais elle ne vous enverra pas toutes les slides. Mais donc, vous aurez une partie des slides. Et je pense que voilà, j'ai tout dit. Donc, à toi, Caroline, on a hâte de découvrir ce que tu vas nous dire. Merci beaucoup Isabelle et merci à WIM pour cette opportunité de vous rencontrer virtuellement. Alors, je vais basculer et partager les slides. Oh, j'espère que vous les voyez bien. C'est bon, voilà, là c'est bon. Hein, c'est bon. Donc, la raison d'être, levier stratégique de performance. Donc, je vous redis en 2 mots, Isabelle a présenté les éléments, mais moi, ça fait 25 ans que je travaille dans des entreprises qu'on appellerait aujourd'hui des entreprises à mission. J'ai travaillé pour Body Shop en Angleterre pendant 6 ans. C'est la société de cosmétiques qui a été créée par Anita Roddick dans les années 70. Et Anita Roddick a été vraiment un des premiers précurseurs sur ce sujet de l'entreprise qui est à la fois qui génère à la fois du business, mais qui a aussi un projet social et environnemental. À peu près en même temps, dans les années 70 en France, Antoine Rioux, chez Danone,
prononcé ce qu'on appelle le discours de Marseille, où il expliquait que l'entreprise avait un double projet, un projet économique et un projet social. Et donc voilà, j'ai travaillé pendant 13 ans pour Danone, et puis plus récemment, j'ai été directeur financier de La Vie Claire, qui a aussi une vraie colonne vertébrale autour de l'alimentation par la santé et de la bio. Et donc, j'ai vécu la raison d'être au sein des entreprises de manière très opérationnelle et très pragmatique dans ces 3 environnements-là. Et puis, je l'ai vécu comme directeur financier. Donc, j'ai vraiment vu tout le potentiel du sens comme un levier de création de valeur. Ça génère de la performance. Donc, en fait, on est à la fois sur quelque chose qui touche au sens, qui peut apparaître un peu philosophique, mais on est aussi sur un sujet très pragmatique de comment je suis entrepreneur et je génère du business, et ce n'est pas une honte. Et en fait, les deux sont tout à fait compatibles et se nourrissent l'un l'autre. Le sens et la raison d'être va générer du business, et par le profit qu'on génère et par le business, on va aussi contribuer à l'amélioration de ce qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire de ces enjeux sociaux et environnementaux. Voilà, donc j'ai fait un MBA effectivement à l'EM Lyon l'année dernière. J'ai travaillé sur ce sujet pendant 9 mois au travers de mon mémoire. Et effectivement, j'ai fédéré un certain nombre d'experts de ce sujet, tous avec des compétences différentes. Donc aujourd'hui, moi, j'apporte effectivement la coordination du projet, mais à des moments précis de cette transformation, je fais aussi appel à des expertises, qu'elles soient juridiques, des expertises de communication, des expertises de coaching. Et c'est ce collectif qui va accompagner les dirigeants dans leur transformation. Voilà. Ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est l'atelier que je présente en général à un dirigeant et à son comité de direction la première fois que je les rencontre pour aligner tout le monde sur voilà, qu'est-ce que c'est la raison d'être et pourquoi et comment on peut s'engager dans cette démarche. Donc, j'espère que ça vous intéressera. Alors, on va commencer par une définition. Pourquoi? Parce que la raison d'être, vous en entendez parler, on parle de raison d'être, on parle de mission, de vision, de purpose, de why. Et donc, je voulais commencer par reposer un petit peu tous ces éléments-là. Et la raison d'être, c'est quoi? C'est pourquoi l'organisation existe. Donc, ça fait écho au livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Why de Simon Sinek, qui a posé un certain nombre de principes. Donc, c'est vraiment le pourquoi. Pourquoi l'organisation existe. La mission, c'est quoi? Comment est-ce que je décline ma raison d'être dans une gamme de produits, des services? Ensuite, la vision, c'est où est-ce que je veux amener l'organisation dans le futur, ce qu'on appelle le where. Et les valeurs, c'est comment je vais décliner ma raison d'être. Donc, en fait, ce pourquoi, cette raison d'être, elle s'appuie sur un triptyque de mission, vision, valeur pour la décliner et la rendre tangible au sein de l'entreprise. On rapproche aussi la raison d'être de la notion de sens. Et sens, il y a différentes notions à sens. Il y a la définition, et effectivement, ça définit l'entreprise. C'est pour ça que j'ai mis une photo de l'ADN. C'est la colonne vertébrale de l'entreprise. C'est ce qui la définit. Le sens comme la direction, parce que par le biais de ce travail autour de la raison d'être, on va projeter l'organisation vers le futur et on va lui donner cette direction. Et puis, il y a le sens comme sensation, émotion, parce qu'il y a une vraie connexion émotionnelle. Et une partie de la création de valeur, elle est associée à cette perception émotionnelle et cette résonance qu'on crée entre une organisation et ses parties prenantes. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions du sens. Qu'est-ce qui est important aussi? Souvent, j'associe la raison d'être aux racines et aux ailes, parce que c'est travailler sur sa raison d'être, c'est à la fois rebalayer l'historique de l'organisation, pourquoi elle a été créée, si son fondateur est toujours présent, qu'est-ce qu'elle a traversé comme succès, comme moments difficiles qui ont testé sa résilience. Donc, vraiment se pencher sur tout cet historique et ses racines, parce que c'est là qu'on va aller puiser le sens, mais aussi l'énergie. Et il y a une dimension d'aile, parce que la raison d'être, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui,
c'est qui on est et ce vers quoi on veut aller. Donc, il y a vraiment cette dimension de comment je me projette vers l'avenir et comment j'ai une ambition qui n'est pas ce que je fais aujourd'hui, mais qui va m'amener plus loin. Et c'est là que la raison d'être, elle est motrice pour l'organisation. L'ADN, la colonne vertébrale, on en a parlé. Le dernier élément, c'est d'où vient, quand je dis la raison d'être, c'est un levier de performance. D'où vient la performance? Elle vient, ça marche un petit peu comme un moteur à deux temps. Elle vient d'un élément qui est la cohésion. La cohésion, la raison d'être, c'est une colle en fait. C'est quelque chose qui nous réunit à la fois en interne, mais aussi qui va créer de la cohésion avec les parties prenantes, avec mes fournisseurs qui vont avoir envie de s'associer au projet que je porte, avec mes clients qui vont être fidèles à mon entreprise parce qu'ils vont se reconnaître dans mon projet et dans cette raison d'être, avec mes investisseurs qui vont venir investir dans mon organisation parce que j'ai cette spécificité et j'ai ce projet. Et puis, il y a un autre élément du moteur qui est la différenciation. Qu'est-ce qui me distingue des autres entreprises? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Qu'est-ce qui me distingue de mes concurrents? Et donc, c'est en jouant sur cette dimension de cohésion et de différenciation que la raison d'être fait naître de la performance et de la création de valeur. Alors, il y a une définition que je trouve extrêmement complète sur toutes les dimensions de la raison d'être. C'est celle d'Emery Jacquia, qui est donc le patron de la CAMIF et qui est le président de la communauté des entreprises à mission, donc qui fédère aussi une communauté de partage d'expériences autour de la raison d'être et de l'entreprise à mission, et qui, par le biais de la transformation de la CAMIF, vraiment incarne ce chemin de transformation autour de la raison d'être. Et qu'est-ce qu'il dit? La raison d'être, c'est une boussole dans la tempête que nous traversons, qui donne du sens à tout le monde. Donc, effectivement, l'environnement, il est volatile, incertain, complexe, ambigu. Et la raison d'être, elle fixe le cap. Elle donne du sens, donc c'est cette notion, effectivement, de pourquoi on est là. C'est un levier d'engagement pour chacun dans l'entreprise et un levier d'innovation. On y reviendra dans ce qui génère de la performance. Elle donne de la pérennité au projet de l'entreprise, donc on est dans une construction sur un temps long, dans un contexte de changement permanent et rapide. Donc, ça permet aussi d'être au-dessus de toutes ces turbulences qu'on vit au quotidien et de tous ces changements rapides, et en se mettant au-dessus, de se redonner un cap à long terme. Elle permet de réinventer l'offre, les services, les métiers, les façons de faire qui seront durablement créatrices de valeur, pas uniquement pour les actionnaires, mais pour la société dans son ensemble. Et c'est bien la notion de bien commun et d'enjeux environnementaux, sociaux ou sociétaux, mais aussi pour les actionnaires parce que c'est source de performance et c'est source de profit. Voilà, donc je trouve que ça intègre bien toutes ces dimensions. Alors, pourquoi est-ce que la raison d'être, c'est un sujet d'actualité, et je pense qu'on voit aujourd'hui par le groupe que vous êtes que c'est un sujet qui génère de l'intérêt. Il y a quantité de livres, d'articles sur le sujet, d'interventions aujourd'hui. Et donc, d'où ça vient cette évolution? Elle vient d'abord du fait que depuis les années 70, on va dire, Milton Friedman, qui est un prix Nobel d'économie, a défini l'objectif de l'entreprise comme la seule recherche du profit. Il a dit l'entreprise n'a qu'une seule responsabilité sociale, c'est celle vis-à-vis de son actionnaire, d'utiliser ses ressources, d'engager ses activités pour aller chercher du profit. Et donc, les entreprises ont été conduites avec cette optique de recherche de la profitabilité pour les actionnaires. Ce qui se passe, c'est qu'une entreprise, elle a une approche systémique, c'est un équilibre entre différentes parties prenantes. Et en fait, cette démarche, elle a mis l'actionnaire au-dessus de toutes les autres parties prenantes. Et donc, elle a créé un déséquilibre. Dans le même temps, on a eu une financiarisation qui a été absolument rampante. Donc aujourd'hui, on va dire plus de la moitié
des actions des entreprises du CAC 40 sont détenues par des gestionnaires d'actifs et la durée de rétention des actions était de 5 ans dans les années 80, elle est de 5 mois dans les années 2000 et je pense qu'aujourd'hui, on doit être à peu près 3 mois. Donc, cette financiarisation, elle a réduit un horizon sur une conduite très court-termiste de l'organisation où on va chercher de la rentabilité et des dividendes qui deviennent la seule clé de lecture. Et vraiment l'actionnaire comme partie prenante principale. Un exemple de ça, qui est un exemple extrême, mais qui existe, ce sont les fonds spéculatifs activistes, qui du coup vont prendre des parts des actions dans une entreprise et influencer sa stratégie pour générer du profit à court terme et souvent, et parfois, au détriment d'une conduite beaucoup plus long terme de développement de l'entreprise. Et bon, on a ces fonds activistes, on les a chez Danone, on les a chez Nestlé, chez Procter, et c'est emblématique de cette recherche de profit comme seul objet social. Alors, comment est-ce qu'on va chercher du profit ? On va le faire par une recherche de croissance, et de croissance souvent liée à de la globalisation, et on va essayer de baisser les coûts. Alors, croissance, ça veut dire qu'on a poussé la surconsommation à tel point qu'on est aujourd'hui dans une situation de surexploitation des ressources. Je vous passe tout le descriptif des enjeux environnementaux, mais en tout cas, ça a généré une vraie surexploitation et une vraie urgence. Et en même temps, pour aller chercher du profit et pour aller chercher une baisse des coûts, on a délocalisé. On a délocalisé sur des pays en développement, ce qui a amené à la fois une répartition très inégalitaire des ressources et en même temps, même dans nos marchés matures, on a précarisé l'emploi. Donc aujourd'hui, on est à la fois dans un contexte d'urgence environnementale, mais aussi de répartition très inégale de la richesse. Donc, quelques indicateurs. On consomme chaque année des ressources équivalentes à 1,6 fois celles que produit la Terre. Donc, vous voyez bien le jour, le Earth Day, qui à peu près à mi-année nous dit qu'on a épuisé les ressources d'une année. Et sur la répartition des ressources, aujourd'hui, 1% des personnes les plus riches possèdent davantage que 90% de la population mondiale. Et 2,5 milliards de personnes vivent avec moins de $2 par jour. Donc, on a un vrai enjeu d'adresser ces sujets-là parce que la façon dont on a évolué n'est plus pérenne. Alors, pourquoi est-ce qu'on va vers la raison d'être et vers l'entreprise à mission? C'est aussi parce que notre écosystème nous y pousse. Si l'entreprise, elle ne décide pas d'y aller d'elle-même, elle va être poussée dans ce sens-là par 3 parties prenantes principales, les consommateurs, les employés, les investisseurs. Si on parle des employés, on a aujourd'hui une vraie difficulté à attirer les talents dans les entreprises. L'entreprise a une crise de sens et on le voit très clairement chez les nouvelles générations, mais pas que. Donc, attractivité, engagement, il y a un niveau de désengagement qui est historique. Aujourd'hui, 6% seulement des salariés français sont activement engagés dans leur projet d'entreprise. 69% ne sont pas engagés et 25% sont activement désengagés. Donc ça, c'est une étude Gallup récente qui a mis en lumière l'étendue de ce désengagement. Et ce qui est intéressant, c'est que le désengagement, on peut le chiffrer, puisqu'aujourd'hui, l'indice de bien-être au travail évalue le coût du désengagement à peu près 13 000 € par an et par salarié. Et dans la performance des employés, à peu près 10 à 25% sont liés à des aspects de bien-être au travail, mais aussi de sens et d'épanouissement dans sa mission. Donc, tous ces éléments-là, ça veut dire qu'on peut aller chercher 10 à 25% de performance en plus au travers de cette raison d'être. C'est le lien avec la création de valeur
il est bien là. Et il y a des vrais enjeux à la fois de réduction des coûts, parce que moins de recrutement, plus d'efficacité si on réduit le turnover, et puis toute la performance liée à l'engagement. Les consommateurs font de ces critères environnementaux et sociaux des critères de choix, de consommation, de plus en plus, pour aller jusqu'au boycott de certaines catégories de produits. Et ces tendances, elles sont amplifiées par la viralité d'Internet, où en fait, des réputations, qu'elles soient bonnes, mais souvent des mauvaises pratiques, peuvent devenir virales très rapidement et vraiment impacter l'activité d'une organisation. Et puis, ces employés et ces consommateurs, ils sont aussi des épargnants. Et par leur épargne, en choisissant des fonds à impact et des fonds d'investissement qui vont aller chercher de la performance à long terme et qui vont aller chercher une gouvernance qui prend en compte ces enjeux sociaux et environnementaux, et bien ces investisseurs vont aussi influencer les entreprises à aller dans cette voie-là. Donc, ce n'est pas une démarche qui est isolée, mais en fait, cet écosystème crée des liens et on va dire une logique de fond pour aller vers la raison d'être et vers l'entreprise à mission. Le gouvernement joue aussi sa part, accessoirement. Le gouvernement joue aussi sa part parce que Bruno Le Maire, par exemple, a expliqué qu'aujourd'hui, les fonds qui sont attribués à la relance post-Covid, eh bien, ils vont être conditionnés par des enjeux autour de la raison d'être et de la société à mission. Et il invite les entreprises dans lesquelles le gouvernement est actionnaire à se doter d'une raison d'être. Et il demande à la BPI, Banque publique d'investissement, de faire en sorte que toutes les entreprises dans lesquelles qu'elle accompagne aient une raison d'être. Je regarde juste le timing. Voilà. L'entreprise politique. Pourquoi est-ce qu'il est important d'embarquer les entreprises sur ce sujet-là? C'est parce que l'entreprise, aujourd'hui, elle a aussi un pouvoir d'agent de transformation et d'agent de civilisation. On a expliqué que la façon dont on a conduit les entreprises sur les dernières années a amené aussi la responsabilité de la situation dans laquelle on est. Mais de la même manière que l'entreprise a le pouvoir d'avoir des pratiques qui sont contraires à ces enjeux environnementaux ou sociaux, l'entreprise est aussi un moyen de trouver des solutions et d'aller dans la bonne direction. Et aujourd'hui, certaines entreprises ont une puissance financière, économique et sociale telle qu'elles dépassent la puissance des gouvernements. Elles peuvent travailler à l'échelle internationale, là où on voit bien la lenteur de l'alignement des pays et des gouvernements, parce que lobby, parce que temps politique long, et parce que virage selon les alternances politiques aussi. Donc l'entreprise a vraiment un enjeu sur ce sujet-là, et de plus en plus on voit des partenariats publics-privés se créer pour accélérer la transformation. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille le livre de Pascal Demurger, qui est une excellente synthèse sur tous ces enjeux de l'entreprise politique. Ce courant de fond, cette évolution de la pensée, elle a été accompagnée par une formalisation par le biais de la loi Pacte. Alors, je vous en dis juste quelques mots pour vous expliquer comment est-ce qu'elle accompagne la raison d'être. La loi Pacte, elle a été votée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et il y a une image de la fusée parce qu'on la présente souvent comme une fusée à 3 étages. Le premier étage s'applique à tout le monde. C'est une modification du Code civil, l'article 1833, qui dit que l'entreprise, au-delà de son intérêt propre, elle doit considérer les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Donc, l'objet social n'est plus seulement la recherche de profit, mais ces enjeux doivent être pris en compte. Donc ça, c'est quelque chose qui est applicable maintenant à toutes les entreprises. Ensuite, il y a 2 étages qui sont optionnels. Le premier étage permet à des entreprises qui ont une raison d'être et qui souhaitent l'inscrire dans les statuts de pouvoir le faire par le biais de la loi Pacte. Inscrire la raison d'être dans les statuts,
c'est à la fois mettre en lumière tout ce que l'entreprise fait de bien sur ce sujet et donc le valoriser. C'est aussi une exigence supplémentaire parce qu'à partir du moment où la raison d'être est dans les statuts, l'entreprise, elle devient comptable de son action dans ce sens-là. Et c'est un élément de protection parce que, par exemple, ça protège l'entreprise de virage de bord stratégique qui pourrait être contraire à sa raison d'être. Une fois qu'elle est inscrite dans les statuts, on ne peut pas aller à l'encontre de cet objet d'entreprise, sauf à changer les statuts, bien évidemment. Donc, ça a aussi un élément protecteur pour les dirigeants vis-à-vis de changements d'actionnaires. Le troisième étage de la fusée construit sur cette raison d'être qui a été inscrite dans les statuts et permet à une entreprise d'adopter le statut de société à mission. Avec encore, on passe encore un cap en termes à la fois de valorisation mais aussi d'exigence, puisque dans la société à mission, l'entreprise doit non seulement inscrire sa raison d'être, mais elle doit prendre des engagements, et des engagements qui sont mesurables. Donc, on pousse encore un cran plus loin la déclinaison de la raison d'être dans l'organisation. Cette société doit avoir un comité de mission qui va être le garant de la direction que prend l'entreprise par rapport à sa raison d'être. Et puis, il y aura un audit indépendant qui va être fait par ce qu'on appelle un OTI, un organisme tiers indépendant, qui aura lieu dans les 18 mois suivant l'inscription au registre du commerce, le changement de statut de société à mission. Et donc, il y a cette obligation aussi de rendre des comptes par rapport aux engagements qui ont été pris. Donc, ces deux derniers étages ne sont pas des obligations. La loi Pacte a choisi de ne pas obliger, mais de valoriser les entreprises qui le font. Et qui dit valoriser, dit aussi créer de la valeur supplémentaire parce qu'on rend transparent la démarche et on la rend plus crédible. On est à peu près à la moitié de l'atelier. Isabelle, est-ce que tu as des commentaires ou des questions auxquelles vous voulez que je réponde sur cette partie-là? Oui, j'en ai plusieurs. Donc, j'ai Aurélie Gauthier qui réagissait sur la question des actionnaires que tu as évoquée, en demandant s'il n'était pas souvent un frein dans le respect du why et de sa déclinaison. Et puis après, elle a évoqué la question des golden circles, donc je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Alors, le Golden Circle fait référence au livre de Simon Sinek. Vous pourrez aller voir. Et en fait, c'est cette explication on commence par poser le why, le pourquoi. C'est le niveau, on va dire, le plus haut de qu'est-ce qui guide notre entreprise. Et ensuite, à partir de ce pourquoi, on va décliner le quoi, le où et le comment. Donc, effectivement, c'est aligné avec cette méthodologie. Et c'est d'ailleurs la méthodologie qu'on utilise dans une des méthodologies, un des outils qu'on utilise dans le cadre de la définition de la raison d'être. Pour les actionnaires, quand l'entreprise va décider d'inscrire la raison d'être dans ses statuts ou quand elle va faire le choix de devenir société à mission, ça va se faire par un vote en assemblée générale extraordinaire. Donc, en général, à ce moment-là, si on va dans ce sens-là, c'est qu'on a convaincu nos actionnaires et qu'on a fait tout un travail en amont pour préparer ce vote. Et aujourd'hui, tous les votes qui ont eu lieu sur on va dire la cinquantaine d'entreprises de sociétés à mission qui s'est créée, ont en général été des votes à plus de 90%. Donc, au moment où on fait cette démarche-là, on engage ces actionnaires et l'enjeu, c'est bien de les faire monter à bord. Et ensuite, il peut y avoir effectivement des enjeux d'actionnaires, des changements d'actionnaires, mais le fait d'avoir inscrit tout ça dans ces statuts crée une protection et fait que généralement, on va embarquer des actionnaires qui ont cette affinité et qui viennent prendre des parts pour ça. Alors, Aurélie a une petite question complémentaire, c'est du coup quel est le pourcentage de sociétés qui ont une raison d'être inscrite dans leur statut dans le CAC 40 ? Alors, aujourd'hui, j'ai en tête à peu près une cinquantaine d'entreprises qui ont inscrit leur raison d'être dans les statuts et qui ont parfois démarré la démarche d'entreprise à mission. Je vous conseille d'aller voir un lien, si vous allez voir le site du cabinet qui s'appelle Le Play,
LEPLAY. Sur ce site-là, il recense toutes les raisons d'être qui ont été inscrites depuis le vote de la loi Pacte. À terme, tout le monde sera obligé de le faire de toute façon, avec la loi Pacte. Non, il n'y a pas d'obligation de le faire. Il n'y a pas d'obligation. D'accord, c'est un choix. Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment un choix pour les entreprises. Il y a plein d'entreprises qui aussi travaillent ce sujet de la raison d'être en interne, mais ne souhaitent pas l'inscrire dans les statuts parce qu'ils trouvent que c'est aller un cran trop loin. Donc, c'est vraiment un choix. Alors, j'avais une autre question de Jean-Marc Louvard qui demandait concrètement qu'est-ce que ça veut dire le désengagement des salariés? Enfin, est-ce que tu as une façon d'expliquer ce chiffre de 13 000 € qui est quand même assez conséquent pour qu'on puisse l'imaginer concrètement ce que ça veut dire? En fait, c'est aujourd'hui, déjà, il y a des enquêtes auprès des salariés sur leur niveau d'engagement. Et donc, on utilise ces enquêtes-là et ces consultations pour identifier le niveau d'engagement ou de désengagement. Et sur le chiffrage, alors je pourrais vous donner le nom de l'étude. Je n'ai pas en tête toute la méthodologie qui a été appliquée, mais c'est une étude qui est citée très régulièrement. Et il y a eu d'autres études complémentaires qui ont été faites et on est toujours on va dire, entre 10 000 et 20 000 € de coûts par salarié. Donc, c'est assez cohérent. Maintenant, je n'ai pas la méthodologie en tête, mais je pourrais vous donner les noms des études si besoin. Je les mettrai sur le slide à ce moment-là. Ouais. Il dit concrètement, on leur demande êtes-vous désengagés ou est-ce qu'en fait on leur pose des questions et on en déduit qu'ils sont désengagés? C'était ça un peu la question de Jean-Marc. J'ai pas les questions exactes. Okay. En fait, c'est le fruit de plusieurs études dans plusieurs organisations. D'accord. Je vous donnerai toutes les références. Super. Donc il y a Laurent qui demandait quelle est la méthode pour définir une raison d'être, mais on va y arriver. On va y parler. Voilà. Olivier, alors, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris la question. Est-ce que cette croissance et baisse des coûts sont en dessous des priorités de la raison d'être qui devraient être normalement prises en compte? N'y a-t-il pas truchement par affichage d'autres critères? Donc, je pense que la question sous-jacente, c'est est-ce que chercher une raison d'être pour la performance, est-ce que c'est la bonne motivation pour le faire ou pas? Alors, on ne cherche pas une raison d'être pour la performance. On cherche une raison d'être pour définir pourquoi l'organisation existe et où est-ce qu'on veut l'amener. Et cette raison d'être, souvent, elle va être associée à un impact sur des enjeux environnementaux ou sociaux. Donc, le but de la raison d'être, on ne le fait pas pour aller chercher la performance, mais en le faisant, on dégage de la performance et donc, on n'a pas de choix à faire entre donner du sens ou générer de la performance économique, puisque l'un va nourrir l'autre. Mais je pense qu'y aller en se disant on va le faire pour aller chercher du profit, déjà, ça ne prendrait pas. Et le risque, c'est qu'on soit pris en défaut d'authenticité dans ce qu'on souhaite faire au travers de la raison d'être. Et il y a même un impact qui peut être un impact si on est pris en défaut, un effet boomerang, parce qu'on a ouvert des attentes sur lesquelles on n'a pas été légitime. Super. Donc, la création de valeur, la performance est une conséquence. Ça n'est pas la raison de le faire. La raison, elle doit être beaucoup plus axée sur la marque qu'on souhaite laisser en tant qu'organisation. Est-ce que tu as encore un peu de temps pour des questions, parce que j'en ai encore plusieurs, ou est-ce que tu veux continuer? Alors, je vous propose d'avancer, puis on refait un tour de questions vers la fin de l'atelier. Très bien. Hein? Oui. Parfait. Donc, comment transformer son organisation? Alors, il y a toute une démarche. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais je vais vous donner quelques éléments clés. En général, la première étape, c'est d'identifier au sein de votre entreprise, mais aussi avec vos parties prenantes, vos fournisseurs, vos clients, vos investisseurs, vos administrateurs, d'aller chercher les agents de transformation, c'est-à-dire des personnes qui, sont volontaires pour s'inscrire dans cette démarche, qui sont curieuses de toute la partie d'apprentissage qui peut être aussi déployée en s'engageant dans la démarche, qui vont aussi porter un rôle d'ambassadeur par rapport vis-à-vis de leurs collègues ou vis-à-vis
de l'écosystème de l'entreprise. Donc, des personnes qui vraiment ont cette capacité aussi à s'engager sur le sujet, mais à transmettre. Donc, première étape, créer un collectif. Plus ce collectif sera diversifié en termes de fonctions, en termes d'expérience dans l'entreprise, on va aller chercher des personnes qui ont peut-être 20 ans d'expérience, comme des personnes qui viennent juste d'arriver parce qu'il y a une vraie valeur dans cet œil neuf qui va être capable de challenger peut-être ce que d'autres personnes vont dire. Des niveaux hiérarchiques différents aussi. Ce n'est pas simplement du top management, mais on va aller chercher tous les regards dans l'entreprise et puis cette dimension interne-externe qui est importante aussi. Donc, première étape, créer le collectif et il y a tout un travail pour le souder, l'engager dans la démarche et le souder et libérer la parole parce que ce n'est pas toujours facile quand on vient d'arriver et que dans le groupe, il y a des dirigeants, d'oser s'exprimer et en même temps, il faut que tout le monde soit à l'écoute peut-être de divergence aussi, parce que la raison d'être ne se fait pas sur un consensus mou, elle peut aussi se faire par le challenge. Et il faut être très attentif aux signaux faibles, peut-être aux idées ou aux commentaires qui vont un peu à contre-courant d'une culture commune, parce que ça veut dire que là, il y a des angles morts, il y a des choses à aller creuser pour enrichir la raison d'être. Donc, voilà, le collectif engagé, diversifié, on va lancer la démarche. Donc, souvent, il peut y avoir un temps fort de lancement pour dire, voilà, aujourd'hui, on s'inscrit là-dedans, c'est important pour nous en tant qu'organisation. On ne va pas forcément poser des jalons parce qu'on travaille avec l'humain, donc il faut aussi laisser les choses se faire plutôt qu'avoir des effets d'annonce qui pourraient générer soit de l'anxiété, soit de la déception. Donc, mais par contre, dire, voilà, aujourd'hui, c'est le jour 1 d'un engagement nouveau pour l'organisation. Créer un cadre propice aux échanges, donc ce n'est pas quelque chose qu'on va travailler en une demi-heure de réunion entre le budget et les accords commerciaux. On prend du temps ouvert et on crée un cadre et un temps propice à ces échanges. Et on va aller explorer l'histoire de l'organisation. On va se repencher sur ce qu'on a vécu ensemble, ce qui nous rend fiers, ce qui nous fait lever le matin, ce qui nous fait vibrer. Les moments difficiles aussi où on a testé la résilience de l'entreprise et on a été puisé dans ce capital de ressources qui est lié à l'engagement. Et qui souvent crée des temps forts dans l'histoire de l'entreprise. Et puis, une fois qu'on a exploré cette partie racine, on va se poser la question de comment on se projette dans le futur. Quels sont nos choix, quels sont nos engagements, quelle est notre posture pour s'engager sur l'avenir. Ensuite, il y a une étape, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour des questions de temps, mais il y a une étape de comment on formule la raison d'être pour qu'elle soit puissante. Mais en fait, cette formulation de la raison d'être, ça n'est pas la fin du travail, mais c'est le début. C'est-à-dire qu'ensuite, voilà, il y a 3 exemples de raison d'être qui sont assez complètes. Il y en a d'autres, mais je vous conseille d'aller voir le site d'Invivo, de la CAMIF, de la MAIF. Il y a Veolia aussi qui est un site très intéressant sur la raison d'être. Allez voir comment elles sont formulées. En général, il y a un triptyque, c'est-à-dire qu'il y a une raison d'être, une phrase assez synthétique qui est celle qui va permettre de mémoriser et de porter auprès de toutes ces parties prenantes. Il y a en général un statement, un engagement qui explique de manière un peu plus détaillée pourquoi on a eu cette réflexion, d'où on vient, comment on travaille, qu'est-ce qui est important pour l'entreprise. Et puis ensuite, en général, et surtout si on va vers la société à mission, on va décliner des engagements clairs et chiffrés. Donc, ce temps de définition de la raison d'être et de communication, en fait, c'est le début du chemin. D'où vient la création de valeur et d'où vient la performance? C'est de la façon dont on l'a fait vivre, cette raison d'être au sein de l'organisation et avec ses parties prenantes. Un petit peu comme quand vous travaillez les valeurs en entreprise, si vous vous arrêtez au poster sur le mur, en fait, non seulement ça ne vit pas, mais en plus, ça crée de la déception parce qu'on a créé des attentes par rapport à ces valeurs et en fait, le vécu au sein de l'entreprise n'est pas aligné. Donc, souvent, c'est une source de désengagement et c'est pire que de ne pas avoir fait le travail en premier lieu.
La raison d'être, c'est pareil. Il faut la faire vivre, il faut l'incarner. Donc, ça veut dire reposer son socle de valeurs. Comment est-ce qu'on va décliner cette raison d'être? Qu'est-ce qui est important pour nous? Peut-être repenser la gouvernance, parce que c'est par le biais de la raison d'être, on va libérer les énergies, on va donner envie, on va engager autour d'un projet. Si on fait ça dans une entreprise qui est très sclérosante, on risque d'étouffer cette énergie. Donc, on va peut-être repenser la gouvernance. On va revoir la façon dont on alloue les ressources financières, mais aussi ressources humaines. Et puis, on va aller explorer ce capital, ce qu'on appelle aujourd'hui le capital immatériel de l'entreprise, parce que la réputation, l'engagement, la fidélité, la transparence, tous ces éléments-là, c'est un capital qui a de la valeur et qui crée de la valeur. Et donc, on va aller explorer tous ces actifs et on va se poser la question de comment est-ce que je recentre mes actifs pour vraiment les mettre au service de ma raison d'être. Peut-être que ça conduit aussi à dire, il y a certains sujets que je vais abandonner parce qu'ils ne sont pas dans le cœur de ma raison d'être et aujourd'hui, je vais déprioriser certaines activités, peut-être en développer d'autres ou peut-être juste accélérer mes investissements sur certains sujets. Dans la raison d'être, il y a vraiment ce concept de partie prenante et de co-construction, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus seul en interne, mais on va travailler avec tout l'écosystème de l'entreprise pour développer des idées, des façons de faire, pour apprendre ensemble. Et on est vraiment dans l'intelligence collective. Ensuite, faire vivre la raison d'être, c'est vraiment prendre des engagements, et c'est là que la société à mission incarne ça aussi, prendre des engagements mesurables, des engagements clairs qui vont être la ligne directrice de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait plus, et des choix courageux. La CAMIF a décidé qu'on ne pouvait pas porter une raison d'être autour d'une nouvelle façon de consommer et continuer à ouvrir le site le jour du Black Friday. La première année où ils l'ont fait, ça a été un choix courageux de la part des dirigeants. Ça a été un choix aussi très challengé par certains actionnaires, parce qu'il y avait un coût réel à ne pas s'inscrire dans la dynamique du Black Friday. Et en fait, au bout d'un an, ils ont vu qu'ils avaient largement récupéré ce coût initial par la fidélisation de leurs consommateurs et par l'attractivité que ça avait généré, parce que ces choix sociétaux forts, ce sont aussi des choix de consommation pour leurs clients. Et puis, faire vivre la raison d'être, ça se fait en continu, c'est-à-dire qu'en permanence, on va co-construire, on va animer, on va recueillir du feedback, on va prendre le pouls des équipes et des partenaires pour voir ce qui prend pas, les difficultés. Donc, c'est vraiment un travail sur la durée. Il y a aussi des postures qui vont être les clés du succès. Donc, l'authenticité, la transparence, une cohérence dans toute la déclinaison de la raison d'être au sein de l'organisation. Être absolument aligné dans tout ce qu'on fait. Parce qu'il y a à la fois un niveau d'exigence très élevé quand on porte cette raison d'être et qu'on devient société à mission, et il y a aussi un niveau de tolérance très faible, c'est-à-dire que aller à l'encontre de sa raison d'être alors qu'on la porte très haut et très fort et qu'on la communique sera très mal perçu. Par contre, dire, écoutez, on s'est engagé sur cette voie-là, on a fait 80% du chemin et en toute transparence, on pense qu'il y a 20% où on est encore en cours de travail parce que ça prend du temps et qu'il y a des choix complexes. Ce discours-là, quand il est vraiment perçu de manière authentique, il est accepté, il est porté. Bâtir sur la confiance. Donc, travailler sur la raison d'être, c'est aussi redonner du pouvoir d'initiative et de décision à ses équipes et à ses partenaires, et ça nécessite de la confiance. Faire évoluer l'organisation, parce qu'on va se poser la question de est-ce que notre organisation, c'est la meilleure organisation possible pour se mettre au service de la raison d'être. Donc, on va peut-être lancer des chantiers organisationnels. Les dirigeants vont aussi être questionnés sur leur rôle,
Parce que dans un environnement qui est très basé sur ce qu'on appelle command and control, où le leader il tient son pouvoir de sa capacité à décider et à solutionner les problèmes, aujourd'hui on bascule dans l'intelligence collective où en fait le leader, ce qu'il fait, c'est qu'il donne du sens. Et il fait vivre sa raison d'être parce qu'elle sera motrice pour son organisation. Et donc, ça change son rôle. Et ça, tous les dirigeants qui ont vécu ce chemin-là ont dit, il y a des moments où ça nous a bousculés, mais ça nous a vraiment fait évoluer sur notre rôle de leader et sur notre culture d'entreprise. Toujours garder le cap à long terme, donc de manière très pragmatique et opérationnelle, ça veut dire qu'il y a des moments où il y aura des challenges, hein, comme l'a vécu la Camille dans l'exemple du Black Friday. Je sais que dans ma direction à long terme, je dois arrêter de participer au Black Friday, mais il y a un vrai coût à court terme. Donc, il y aura des tensions entre un impact court terme et une direction long terme. Mais avec le recul, ce qu'on voit, c'est que garder cette boussole à long terme a des bénéfices bien supérieurs aux enjeux à court terme. Et refaire du profit, un moyen au service de la mission et pas une finalité en soi. Alors, on peut prendre des décisions juste pour faire du profit, mais si ça va à l'encontre de sa mission et de sa raison d'être, ce ne sont pas de bonnes décisions. Et ça revient au point dont on parlait tout à l'heure. On ne fait pas sa raison d'être pour faire du profit, on fait sa raison d'être pour se donner une mission. Alors, dernier élément, puis après, je pense qu'on avancera sur les questions. D'où viennent ces fameux leviers de performance? Déjà, on en a parlé de la capacité à attirer, à engager et à retenir les talents. De nouvelles perspectives de croissance, parce que là où la croissance elle a été générée beaucoup sur des leviers rationnels, des extensions de gamme, de l'internationalisation, des acquisitions, aujourd'hui on vient rajouter une dimension qui est cette dimension émotionnelle qui est aussi source de croissance. On va associer la préférence pour une entreprise par rapport à une autre, la fidélité. Aujourd'hui, la Maïf, dans le domaine de l'assurance, a le taux de fidélité le plus fort de tout le secteur. Et ça, c'est générateur de croissance. On va aller rajouter cette dimension sociétale ou environnementale qui va attirer aussi et engager les consommateurs. On va relancer l'innovation. Et souvent, l'innovation a été en panne, notamment dans les grands groupes récemment. Donc aujourd'hui, rajouter cette dimension de raison d'être, c'est aussi reprendre de la hauteur et peut-être ouvrir de nouveaux champs d'innovation. Et puis, comme on est sur une co-construction avec des parties prenantes, avec des partenaires, on va redynamiser cette capacité d'innovation. Et puis, l'attractivité vis-à-vis des investisseurs qui vont pouvoir donner les moyens de décliner cette raison d'être et les moyens de construire sur cette mission, parce qu'un certain nombre d'entre eux vont maintenant aller chercher des entreprises à mission, à la fois parce qu'elles ont une construction de croissance qui est beaucoup plus sur le long terme, mais on voit aussi qu'elles surperforment par rapport à des entreprises qui n'ont pas cette dimension de critères environnementaux et sociaux dans leur gouvernance. Donc, il y a aussi un intérêt de surperformance. Et en cas de crise, comme on l'a vu récemment pendant le confinement notamment, on a clairement mesuré que les entreprises qui s'étaient engagées dans cette voie-là avaient un impact, parce que qui dit crise dit impact sur toutes les performances des entreprises, et bien cet impact il a été plus faible chez les entreprises qui étaient des entreprises à mission. Donc ça aussi, ça attire les investisseurs parce que c'est aussi une forme de protection. Bon, je vais passer sur la complexité de la mesure de la performance. Mais juste en conclusion, vous dire qu'on est aujourd'hui à un tournant qui permet de réinventer un nouveau modèle de conduite des entreprises, que ça s'applique à tous les secteurs. Il y a aujourd'hui des sociétés à mission qui sont des petites PME, comme il y a des grands groupes dans tous les secteurs, produits ou services. Et donc,
c'est vraiment une démarche dans laquelle l'entreprise peut s'engager. Et un dernier chiffre qui est 10%. 10%, c'est ce qu'on appelle le tipping point, le point de bascule. Si on arrive à engager 10% de son organisation dans la démarche, on démarre cet effet boule de neige. C'est là que les ambassadeurs ont un vrai rôle à jouer. Et de la même manière, aujourd'hui, on voit qu'en engageant 10% des entreprises dans cette démarche-là, leurs parties prenantes vont se poser la question, leurs concurrents vont se poser la question. Et donc, on crée un point de bascule sur le déploiement de cette nouvelle gouvernance. Donc, voilà, je vous engage tous à y aller, à en parler à vos clients et moi, je serai heureuse de vous accompagner sur ce sujet-là. Pendant qu'on répond aux questions, voilà, je vous laisse un certain nombre de références. Je vous ai dit, il y a pléthore de livres sur le sujet. Mais voilà, je vous en ai mis une sélection si vous avez envie d'aller creuser. Alors, Caroline, on a plein de questions. J'ai proposé une idée d'Olivier que j'ai trouvée assez bonne, c'est-à-dire, en fait, lui, il voudrait que tu détailles un des exemples, comme tu as une expérience concrète chez La Vie Claire, chez Danone, chez The Body Shop. Je te proposerais peut-être de nous illustrer concrètement la raison d'être à travers un des exemples concrets que tu as vécu dans ton expérience. Et j'ai essayé de te faire des gros paquets de questions, peut-être que tu pourrais mettre en avant dans cet exemple-là. Donc, il y a beaucoup de questions autour de, concrètement, une fois qu'on a la raison d'être, donc au-delà de la pure communication, pour l'incarner et la vivre, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu de changement de la mentalité des dirigeants, comme le soulignait Aurélie, un petit peu ce que tu disais en command and control, comment ça se passe dans la génération des boomers, par exemple. Un changement aussi, du coup, de gouvernance. Donc, Jean-Maurice en parlait. Émilie parlait aussi, par exemple, des exemples de tests d'holacratie chez Danone. Oui. Un exemple. Et donc, voilà, comment ça se passe concrètement pour donner du sens avec des gens qui se sentent respectés, qui peuvent vraiment incarner cette intelligence collective et se mettre en marche vers cette nouvelle raison d'être. Donc, il y avait, voilà, comment on le vit. Il y avait aussi en petite question Aristide qui disait, voilà, comment on met aussi des garde-fous, c'est-à-dire à partir de quand on voit, est-ce qu'il y a des process pour voir qu'en fait on a déraillé, on n'est plus dedans. Et puis Nathalie aussi qui posait une question sur le risque juridique du fait d'avoir sa raison d'être dans les statuts. Est-ce que ça présente un risque ou pas? Et donc, si on a un temps un peu plus technique, parce qu'Aurélie a l'air d'être une grande experte, elle parlait des pyramides de Diels. Donc, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais moi, c'est vrai que je trouvais l'idée d'Olivier de nous donner un exemple concret de voilà, qu'est-ce que ça change une fois qu'on a fait sa raison d'être et qu'on l'incarne à partir de ton expérience. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple parlant que moi, j'ai vécu? Alors, Body Shop, par exemple, à un moment, a été confronté, donc Body Shop, avec une raison d'être qui est très axée sur la durabilité, sur les partenariats dans des communautés, les fournisseurs d'ingrédients, par exemple, qui viennent très souvent d'Afrique ou d'Asie. La Body Shop a été un des premiers à construire des partenariats durables avec ses fournisseurs, où en fait on était dans une dynamique gagnant-gagnant et où la volonté c'était à la fois d'acheter des ingrédients, mais aussi de sécuriser le revenu de ces communautés et de les aider à se développer, polarisation, salaire minimum, etc. Et Body Shop avait aussi une posture très militante. Ça a été la société qui a milité pour qu'on arrête les tests sur les animaux pour l'industrie cosmétique. Alors aujourd'hui, c'est acté à 99% des cas, c'est même inscrit dans la loi, mais dans les années 70, ce n'était pas du tout le cas. Donc, posture militante très axée sur environnement et sociaux. Un jour, s'est trouvé confronté au travail des enfants. Comment est-ce qu'en ayant cette posture-là, je peux continuer à faire travailler les enfants? Et donc, une question a été de se dire, j'arrête. Je ne fais pas travailler chez mes fournisseurs, où qu'ils soient dans des communautés en Afrique, en Asie, dans des pays développés. Je demande à mes fournisseurs d'être irréprochables et d'arrêter de faire travailler les enfants.
Et quand on a creusé cette question-là, on s'est dit oui, mais si on arrête aujourd'hui de faire travailler des enfants, les familles vont perdre un revenu qui est essentiel pour elles et ces enfants seront mis dans la rue et devront se prostituer pour compenser ce revenu. Donc, moi, en prenant une décision, c'est là que c'est jamais blanc ou noir la raison d'être. En prenant cette décision-là, en fait, je peux faire plus de mal que de bien, même si, en termes de communication, voilà, ce serait un engagement fort de dire on arrête. Et donc, le choix qui a été fait, ça a été d'encadrer le travail des enfants en disant pas en dessous d'un certain âge, avec un salaire qui doit être un salaire minimum et avec un nombre de jours par semaine qui est limité, avec une exigence de scolarisation pour ces enfants le reste de la semaine. Et donc, il y a une vraie réflexion sur comment je décline. Et ça, c'est un partenariat qui était au cœur de la mission de Body Shop et en même temps a servi le fonctionnement de l'organisation. Est-ce que cet exemple répond à votre question ou illustre en quoi une entreprise peut aussi influencer sur ces enjeux? Moi, j'ai trouvé ça, j'ai pas de réponse d'Olivier, mais j'ai trouvé ça très parlant. Peut-être, est-ce que tu as un point sur le fonctionnement en interne? Comment ça peut avoir impacté le fonctionnement en interne? Alors, en interne, la base du travail de la raison d'être, c'est la co-construction et le travail d'intelligence collective. Et cette intelligence collective, elle va se nourrir aussi d'aller chercher des exemples et de renforcer la dimension apprenante de l'entreprise. En fait, ce qui se passe avec la raison d'être, c'est qu'elle est tellement spécifique à une entreprise. Il n'y a pas deux entreprises. Si le travail est bien fait et on va vraiment chercher l'ADN de l'organisation, il n'y a pas deux raisons d'être qui vont être les mêmes ou qui vont être déclinées de la même manière parce que c'est très lié à la culture et au vécu de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de démarche. Il y a évidemment une articulation de comment on y va, mais il n'y a pas un manuel de la raison d'être parfaite. Il va falloir s'adapter à chaque entreprise. Et donc, ça veut dire que le travail qui est fait aujourd'hui, c'est de créer des collectifs pour partager les expériences, partager les bonnes pratiques, les idées, se dire, ah bah tiens, moi j'ai été face à ce problème, comment est-ce que vous l'avez traité? Ben, chez moi, ça a marché, ça dans mon entreprise, ça ne marcherait pas. Et donc, c'est cette dynamique, en fait, qui se fait où on a besoin de responsabiliser tous les collaborateurs et les engager autour de la démarche. On a besoin de leur donner, de leur accorder la confiance de proposer et d'aller chercher des solutions, leur donner le temps de le faire, leur donner les moyens de créer ces liens avec d'autres entreprises et d'autres communautés. Et donc, on va vraiment ouvrir l'entreprise vers l'extérieur, vers les nouvelles pratiques. On va aller tester plein de choses et des fois, ça va me prendre et des fois, il va falloir le faire évoluer. Et donc, si on n'est pas prêt à fonctionner de cette manière-là dans son organisation, on va vraiment brider le potentiel de la raison d'être. Mais c'est vrai que ça peut confronter des dirigeants, notamment, sur leur rôle et sur le changement de culture au sein de leur organisation. Donc, c'est pour ça que moi, la première étape en général, c'est d'aller voir les comités de direction et d'aller voir les dirigeants, de leur montrer tous ces aspects-là et de bien vérifier qu'ils sont prêts à s'engager dans cette démarche de transformation, qu'ils en voient aussi le potentiel. Okay. Bon, je vois qu'on arrive à la fin. Pour ceux qui doivent partir, parce que là, il est pile l'heure, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Donc voilà, j'ai vu Aurélie, qui est experte du sujet, qui disait que c'était un des meilleurs webinaires qu'elle avait vu sur la raison d'être. Merci Aurélie, ça me touche. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours avant de partir juste en commentaire. Et alors, j'ai juste une dernière question. Je sens que quelqu'un était très frustré du fait que tu passes la slide sur la performance. Il y a eu plusieurs commentaires là-dessus. Donc peut-être en conclusion, est-ce que tu peux juste nous expliquer un petit peu comment on mesure la performance Alors, voilà. deux façons aujourd'hui qu'on voit émerger pour mesurer la performance. Il y a un travail de benchmark. Je vais comparer mon entreprise avec d'autres entreprises. En général, ces benchmarks qui sont sectoriels. Je vais comparer mon entreprise à d'autres entreprises du secteur qui ne sont pas engagées dans cette démarche. Et je vais regarder, c'est beaucoup plus facile à voir sur des sociétés cotées, bien évidemment, mais je vais aller regarder le différentiel d'évolution du cours de l'action, par exemple.
Mais ce sont des benchmarks qui sont… c'est pas une scorecard qu'on fait tous les mois, hein, c'est un exercice qui prend pas mal de temps et qu'on va faire ponctuellement, mais qui systématiquement met en lumière la surperformance. Et puis, il y a la mesure en interne qui est de trouver, compte tenu de sa raison d'être, de comment on la décline, de la culture de l'entreprise et de son système de mesure de la performance, d'aller trouver des indicateurs qui seront des indicateurs financiers, mais qui pourront être des indicateurs non financiers, et de regarder leur évolution dans le temps. Et ça permet de mesurer le plan de marche. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on n'y est pas? Est-ce qu'il faut accélérer? Et ça, c'est très spécifique à l'interne de l'entreprise. Et en fait, voilà, il y a un certain nombre de mesures. Ça reste une dimension qui est complexe pour plusieurs raisons, et je vous le fais très vite. Un, on est sur une construction sur le long terme, et finalement, on a encore assez peu de recul. Hein. Ça fait, on va dire, un an et demi qu'on commence vraiment à pouvoir mesurer ce sujet-là. Donc, manque de recul. Sur les benchmarks, le nombre d'entreprises à mission est en croissance, mais ça reste relativement faible encore à date. La spécificité, chaque mesure et chaque déclinaison est très spécifique à chaque entreprise. Donc, la comparabilité est compliquée. Et puis, le dernier élément, c'est que rentrent en jeu des éléments immatériels et qu'aujourd'hui, on a un système de mesure de la performance, notamment de la performance financière, qui sous-estime ces indicateurs-là. Et donc, on a du mal à… Tant que ça ne sera pas dans les IFRS et dans la mesure comptable, on sous-valorisera les aspects immatériels et pourtant, ils sont fondamentaux dans la performance. Donc, ce qu'on arrive à lire, c'est une performance globale de l'entreprise. Voilà quelques enjeux. Après, si vous êtes frustré au niveau des questions, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à me contacter et je serai très heureuse de continuer à échanger en individuel sur tous ces aspects-là. C'est toujours bon signe hein, quand les gens ont encore plein de C'est questions. super. Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Très bien. Bon, je pense qu'on va clore le sujet. Il y avait encore plein de questions, mais je pense que voilà, il faut N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez voilà. poursuivre. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va vous envoyer donc la synthèse de la présentation. On vous enverra le replay et on vous enverra également les coordonnées de Caroline si vous voulez continuer la conversation. Voilà, ce sera avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, vous êtes restés jusqu'au bout, ça vous a intéressé, c'est super. Donc, nous, on vous contacte soit sur LinkedIn, soit sur la newsletter pour nos prochains rendez-vous du mois prochain. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et à très vite. Merci à tous. Merci.